Bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Voici le sommaire de l'actualité de ce lundi. Le président de la République, Paul Kagame, indique que la jeunesse, qui constitue l'espoir du pays, devrait s'initier aux valeurs positives afin de les transmettre aux générations futures. Au sommaire également, les analystes économiques et politiques estiment que les pays africains ont l'obligation de travailler ensemble pour accélérer leur développement. Et puis sur la page internationale, nous reviendrons sur Falmata Ousmane du Nigeria qui brise les barrières hommes-femmes en termes de création d'emplois. Restez avec moi, Amandine Dikouma-Savo. Je reviens dans un instant pour les détails de la grande édition. Merci de suivre la télévision rwandaise. Bienvenue à la grande édition. Le président de la République, Paul Kagame, indique que la jeunesse qui constitue l'espoir du pays devrait s'initier aux valeurs positives afin de les transmettre aux futures générations. Cela intervient alors que le gouvernement du Rwanda multiplie divers programmes visant le développement des jeunes. Jean Damascène Manéchimé pour le point. L'éducation de base de 12 ans plus inclusive et l'alimentation scolaire pour tous. C'est là des exemples des programmes mis en place par le gouvernement du Rwanda dans l'optique de rendre les jeunes Rwandais plus outillés pour développer le pays. Ces programmes sont appuyés par le renforcement de l'enseignement technique et professionnel, où l'objectif fixé par le gouvernement du Rwanda est d'attirer 60% des élèves après le cursus secondaire vers l'enseignement technique et professionnel entre 2017 et 2024. Le Rwanda continue de se concentrer sur le développement de l'enseignement scientifique et sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement en général afin d'aider les jeunes à acquérir des compétences nécessaires sur le marché du travail et se lancer ainsi dans l'entrepreneuriat. Ces efforts se justifient par le fait que la jeunesse rwandaise constitue une grande partie de la population, où plus de 60% est âgée de moins de 30 ans dans le pays. À maintes reprises, le président de la République Paul Kagame a insisté sur le rôle que la jeunesse doit jouer dans le développement du Rwanda, raison pour laquelle il faut beaucoup investir dans la formation des jeunes. Le chef de l'État invite également les jeunes à prendre conscience de l'histoire particulière du Rwanda afin d'épuiser une force indispensable à l'édification d'une nation digne dans l'avenir. Urubyiruko abazaba aribo bayobozi aribo bari imbere muri iki gihugu. La jeunesse qui constituera le leadership de demain dans ce pays, prêtez beaucoup attention à ce que je vous dis. Et quand vous serez à la tête de ce pays, il vous faudra montrer que les leçons de notre histoire n'ont pas été vaines. Amateka yacu amasomo yarari muri ayo mateka atapfuye ubusa mufite icyo mwize. Il faudra montrer que vous avez appris quelque chose et transmettre cet héritage à ceux qui viendront après vous. Naho kubaho mu buryo Et sinon, il ne faut pas vivre dans la médiocrité, sans aucune orientation. Je suis convaincu que vivre ainsi, c'est même contraire à la volonté de Dieu. Des programmes mis en place pour le développement des jeunes au Rwanda ont débouché sur l'autonomisation de ces derniers et ont permis en particulier aux femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat au même titre que les hommes, ce qui laisse planer l'optimisme quant à l'avenir du pays, puisque les femmes constituent plus de 50% de la population totale rwandaise. De l'éducation à l'économie, parlons des analystes économiques et politiques qui estiment que les pays africains ont l'obligation de travailler ensemble pour accélérer leur développement. Cela intervient alors que les échanges intra-africains se situent actuellement à moins de 20%. Le récit suivant en dit plus. La Communauté des États d'Afrique de l'Est est une organisation qui présente une grande particularité par rapport à d'autres blocs régionaux en Afrique, puisqu'elle s'étend de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Une réalité rendue possible par la récente adhésion de la Somalie à l'organisation,
précédée un an auparavant par celle de la République démocratique du Congo. Pour le secrétaire général de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, il s'agit là d'un avantage que les pays doivent exploiter pour le bien de leur population. We're talking of now the East African community of 300 million people. And when we look at it, we look at it like a market. Nous parlons maintenant de la communauté est-africaine de 300 millions d'habitants. Et nous voyons en cela un marché des opportunités pour la communauté des affaires, une communauté qui connaît une expansion de l'océan Indien à l'océan Atlantique. C'est pourquoi la communauté est-africaine est le bloc régional le plus progressif en Afrique en termes d'intégration, et c'est la vision même des chefs d'État qui ont résolu d'élargir la communauté. L'un des objectifs majeurs de la communauté est l'expansion, et nous avons vu son PIB s'élever à 300 milliards de dollars américains. We have seen now the community's GDP grow to 300 billion US dollars. Cependant, tel n'est pas le cas pour les communautés des pays d'Afrique centrale où les échanges entre pays sont plutôt limités. C'est le cas de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC. Le commissaire au marché commun, affaires économiques, monétaires et financières de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale déplore le fait que les échanges entre les pays d'Afrique centrale sont encore à un niveau très bas par rapport aux autres régions d'Afrique. Il estime que des défis à relever sont encore nombreux dans ces pays. C'est vrai que le commerce intra-régional au niveau de la communauté des États de l'Afrique centrale par rapport aux autres communautés économiques régionales sur le continent est le plus faible. Et comme on est là en termes d'indicateurs, ça ne représente que 3% du commerce total des pays de l'Afrique centrale, alors qu'au niveau de l'Afrique de l'Est, par exemple, nous sommes à peu près à 20%. Au niveau de tout le continent africain, on est à 17%. Donc vous comprenez qu'effectivement, il y a un retard considérable au niveau de la promotion des échanges intra-régionaux. Alors, mon analyse sur les facteurs déterminants qui expliquent cela est basée sur deux choses. La plupart des pays de la région, ce sont des pays exportateurs de pétrole ou de minerais. Et puis, ce sont des pays en général qui sont sous-peuplés. Quand vous analysez la tendance et la façon dont ces pays fonctionnent, ils exportent le pétrole et les minerais, ils reçoivent beaucoup d'argent qui suffit pour financer le fonctionnement de l'administration. Et quand vous regardez dans le passé la façon dont les gouvernements de ces pays ont focalisé sur la promotion des petites et moyennes entreprises pour diversifier l'économie à travers les exportations dans la région, ça a été vraiment un échec. C'est seulement maintenant que ces pays commencent à y réfléchir. Deuxièmement, quand vous regardez par exemple en Afrique de l'Est, ces échanges qui représentent approximativement 20%, plus de 10%, ce sont des échanges de produits agricoles. Donc le développement de l'agriculture en Afrique, c'est souvent la base pour promouvoir les échanges intra-régionaux. Malheureusement pour l'Afrique centrale, tous les pays dont je parlais qui sont exportateurs de pétrole, de minerais, ils ont complètement abandonné l'agriculture. Et à cela s'ajoute le fait que les barrières non tarifaires sur les corridors de transit dans cette région sont très importants et ils affectent de façon significative le développement des échanges intra-régionaux. Bon, tous ces problèmes sont en train de faire l'objet de débats pour voir comment les choses doivent changer. J'ose espérer que dans les années à venir, on aura un tableau beaucoup plus reluisant que celui que nous sommes en train de décrire en ce moment. François Kanimba ajoute que beaucoup reste à faire pour que les opportunités de développement de la sous-région profitent à tous les pays. Cette région, c'est une région très riche, dotée en ressources naturelles, en matières premières, mais malheureusement jusque-là, toutes ces matières premières sont exportées sans aucune transformation. Ou quand il y a une transformation, elle est très minime. La stratégie de développement elle est très claire. Il faudrait une approche pour transformer ces ressources au niveau local
et exporter les produits avec nos grandes valeurs ajoutées. Et c'est ça la stratégie d'industrialisation que nous sommes en train de développer, voir comment dans chaque pays on pourrait développer des chaînes de valeur à haut potentiel dans la région, suivant une approche qui a été définie pour pouvoir développer une chaîne de valeur. Aussi, nous sommes en train de mettre en place un cadre de coopération au niveau du secteur industriel où les pays pourraient communautariser les ressources pour pouvoir mettre en place de grandes industries structurantes qui peuvent effectivement confronter les problèmes de compétitivité afin de pouvoir exporter leurs produits sur le marché africain, régional ou même le marché mondial. Les statistiques montrent que les échanges entre pays africains ne représentent que moins de 20% dans l'ensemble du commerce extérieur africain, le pourcentage le plus bas de toutes les régions du monde. Une situation qui, pour les observateurs, compromet les objectifs de l'agenda 2063 du continent de bâtir une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale dans l'optique de stimuler la croissance économique et le développement de l'Afrique et de conduire à la transformation rapide du continent. Winnie Nkurunziza pour la télévision rwandaise. Les observateurs avisés de la diplomatie et de la politique dans la sous-région estiment que les défis sécuritaires de l'Est de la République démocratique du Congo nécessitent une analyse profonde, faute de quoi la paix restera énigmatique. C'est notamment le point de vue de l'ambassadeur Joseph Mutaboba. La situation sécuritaire en RDC, à l'est de la RDC, c'est une situation qui a été entretenue pendant plusieurs années. Entretenu, c'est-à-dire dans le sens du status quo. Donc, pour dire, écoutez, voilà, nous connaissons la cause, mais on ne veut pas la regarder en face. Si vous connaissez la cause de cette instabilité et que vous ne voulez pas adresser cette cause, vous n'aurez jamais de solution du tout alors, que ce soit dans un an, que ce soit dans 10 ans ou 23 ans, comme on vient de le passer, on ne peut pas trouver de solution à un problème si vous ne vous attelez pas à chercher et à adresser les causes de ce problème. Ceci a été évité de façon convenable. C'est comme si de rien n'était, non? Mais vous ne mettez pas le cou dans le sable et croyez que les problèmes vont être résolus. Non. Ce n'est pas parce que vous avez mis votre tête dans le sable que les problèmes vont être résolus. Non, pas du tout. Donc, le problème de sécurité ont commencé, nous le savons tous et nous sommes tous d'accord, que ça a commencé en 1994. Et quand ce problème qui n'existait pas avant entre le Congo et le Rwanda, par exemple, ça je vous donne cette version parce que les gens croient que tous les problèmes que le Congo a aujourd'hui, c'est à cause du Rwanda. C'est faux, archi faux. Donc, si de 1994 à aujourd'hui, on n'a pas résolu le problème de groupes armés, que ce soit les FDLR, que ce soit les ADR, etc., qui sont aujourd'hui armés et qu'on en fabrique encore davantage, des groupes nationaux. Cette situation de sécurité ne va jamais être résolue. Donc, résolvons les problèmes un par un. On adresse les causes, les racines du problème. Et avec ça, on va dire, oui, on a fait tout notre possible, nous avons résolu. Mais il faut vous méfier des gens qui viennent avec leurs intérêts personnels et vous font croire qu'ils ont des solutions dans leur poche. Ce n'est pas vrai. Nous connaissons nos problèmes, nous connaissons l'origine de ces problèmes, qu'on ait l'amabilité et la courtoisie de nous dire, vous choisissez ou vous parlez de vos solutions. Donc nous avons des solutions, mais qu'on nous laisse le temps, qu'on nous laisse le loisir de pouvoir nous asseoir et parler entre nous. Les gens n'ont pas le choix de parler. Non, vous n'avez pas de temps. Ce n'est pas nécessaire. Nous connaissons vos problèmes, nous avons vos solutions. Réellement? Oh non, nous avons des experts. Est-ce qu'ils le sont mieux que nous?
Ambassadeur Moutaboua partage le point de vue avec maître Jean-Baptiste Kasseminali, qui déplore une approche plutôt fausse vers la recherche d'une solution durable à la crise congolaise de la part de la RDC. La SADC a commencé à déployer des forces sur le terrain à l'est du Congo et cela fait suite effectivement au retrait de la force des États d'Afrique de l'Est qui étaient déployés depuis plus d'une année, mais dont le gouvernement de la RDC a décidé le départ parce que selon eux, ces forces n'ont pas accepté les injonctions du gouvernement de Kinshasa d'aller combattre les rebelles du M23. Et donc, pour cette raison qu'ils devront quitter le territoire congolais. Donc, chose promise, chose due, ces forces ont quitté le territoire congolais. Et en quittant, effectivement, la SADC a commencé à déployer. Là, on parle de plus de 200 militaires sud-africains qui sont sur le terrain maintenant pour préparer le déploiement des autres. On dit aussi que le gros des militaires de la SADC qui seront déployés à l'est du Congo étaient déjà déployés au sein de la MONUSCO, surtout au sein de sa brigade d'intervention, la fameuse brigade qui a été instituée en 2013 pour combattre le M23 et les autres forces négatives, mais qui avait décidé seulement de combattre le M23 et de laisser de côté les autres forces négatives. Donc, ces militaires vont rejoindre les Sud-Africains qui sont sur le terrain. Et selon le dire du gouvernement de Kinshasa et d'autres acteurs de la région de la SADC, ils disent que cette force a une mission offensive. Donc, ils viennent à l'est du Congo pour faire la guerre. Et je pense que le futur nous réserve des surprises. Si cette force pourra arriver à ses objectifs, parce que, comme je l'ai dit, nous croyons que une force militaire ne peut pas être et ne peut pas venir à bout des gens qui combattent pour leur droit à la survie. Et je ne vois pas la SADC gagner cette guerre, parce que le problème qui sous-tend ou qui est à la base de la guerre à l'est du Congo sont des problèmes purement politiques et qui nécessitent des solutions politiques. Et si ces solutions politiques ne sont pas activées, si ces solutions politiques ne sont pas trouvées, je ne pense pas qu'il y ait une force ou qu'il y ait des armes ou qu'il y ait une magie qui puisse vaincre des personnes qui combattent pour leurs droits à la survie. Parce que là, on parle du droit à la survie. Et je pense qu'il y a eu quand même évolution. La SADC pense que nous sommes en 2013, mais je pense que là, nous sommes en 2024. Et après 10 ans, beaucoup de leçons ont été apprises. Je pense qu'eux-mêmes, l'avenir leur réserve des surprises. Parlons environnement, les fortes pluies et un vent fort ont endommagé les routes, les maisons et les biens des habitants dans le district de Rouillé. Les autorités de cette localité ont indiqué qu'un recensement a été immédiatement fait pour qu'il y ait un secours d'une manière directe et efficace. Suivons les détails. En cellule de Tare, Lugango, du secteur Mbasi, les pluies de samedi soir ont détruit 14 maisons et endommagé 2 salles de classe du lycée de Lugango ainsi que les biens de la population. Il y a eu trop de vent et de pluie. Mon mari et moi n'étions même pas à la maison. Il y avait juste les enfants qui dormaient. C'est Dieu qui nous a fait grâce car en fait tout a été endommagé. J'étais à la cuisine et puis un enfant m'a alerté. Et quand je suis sortie, j'ai réalisé qu'un arbre avait endommagé notre maison. Certains des habitants qui ont été touchés par les effets de cette catastrophe naturelle souhaitent qu'un soutien leur soit offert. En principe, le bananerie nous était très importante car les jeudis et dimanches, on avait beaucoup de commandes et on tirait beaucoup d'argent pour pourvoir à nos besoins. Nous avons besoin d'un soutien. Seoutegeange s'exprime à ce propos. On est en train de faire un recensement de ceux qui ont été victimes de cette catastrophe naturelle. Il y a toujours un programme de secourir la population qui fait face à ce genre de problème. Et c'est une intervention dans tous les aspects, notamment le matériel et le réconfort. Et on rassure la population pour qu'ils ne se sentent pas désespérés.
Le centre météorologique du Rwanda indique que dans le sud, les districts de Huye, Nyamagabe et Nyaruguru connaîtront au cours de ce premier mois de fortes pluies que d'habitude. Il est donc conseillé aux résidents d'être prudents et de prendre des mesures irrelatives pour se protéger. Les statistiques du ministère du Commerce et de l'Industrie révèlent qu'actuellement, la part du secteur industriel rwandais est de 21% par rapport à 16,5% en 2017. Il ne reste que 0,7% pour que l'objectif fixé dans le cadre des stratégies nationales de transformation NST1, qui sont à 5 mois du terme, soit atteint. Kassim Youssouf nous en dit plus. Au cours du septennat qui arrive à terme en juin cette année, le secteur industriel rwandais se félicite du fait que le pays dispose néanmoins de 1119 grandes et petites entreprises, dont 311 ont été mises en place au cours de cette période de temps. Certains dirigeants et agents de ces usines admettent qu'elles sont en train de transformer le quotidien de pas mal de leurs fournisseurs et de ceux qui y travaillent. La pandémie a notamment beaucoup ébranlé le secteur industriel, mais pour l'instant, il se rétablit lentement. Je pense que vous avez vu la quantité de bananes que nous recevons et je crois que maintenant, nous recevons 30 tonnes par jour et plus nous progressons, nous aurons besoin davantage de bananes de qualité. Le secteur industriel à l'aube de l'année 2024 présente en général un volume d'exportation de 30,1% et une croissance de 17%. La direction en charge du développement des industries au ministère du Commerce et de l'Industrie indique que les 311 usines mises en place au cours du septennat qui arrive bientôt à terme ont considérablement contribué à l'économie nationale. Il y a certaines usines spécialisées dans la production de matériaux de construction. Comme vous l'avez constaté dans différents domaines, le ciment rwandais est très utilisé et on voit des investisseurs désireux de venir mettre en place ces usines de production de ce matériel de construction. Cela parce qu'ils voient qu'on s'y intéresse et que leurs produits sont sur le marché national. Il est très rare que des gens songent à se procurer par exemple des tôles à l'extérieur du pays et autres matériaux de construction comme du fer à béton, la peinture et autres. Dans d'autres usines comme dans le textile par exemple, il est évident que les gens apprécient bien les produits manufacturés au Rwanda que ceux importés. En partenariat avec le secteur privé, de nouvelles usines ont été construites dans les parcs industriels installés un peu partout dans le pays, notamment celles de fabrication des produits pharmaceutiques et des vaccins, celles de fabrication de matériel de construction tels que des métaux et des tôles, des usines de ciment et des ateliers de confection des habits, des usines de fabrication d'emballage et d'autres qui opèrent dans la transformation des produits agricoles. L'économiste François Kanimba estime qu'au moment où le NST2 est en préparation, le gouvernement pourrait investir dans certaines usines sélectionnées pour les aider à avoir un bon niveau de compétitivité au marché international. Il ne reste que 0,7% pour que la contribution du secteur industriel au produit intérieur brut atteigne l'objectif fixé à 21,7%, pas plus tard que juin cette année. Il y a espoir que dans 5 mois avant que le NST1 arrive à terme, cet objectif soit atteint par rapport à 16,5% de la part du secteur industriel au PIB en 2017. L'Organisation internationale de la francophonie accélère la mise en place des programmes visant en particulier le développement de la jeunesse et l'autonomisation des femmes d'ici 2027. Suivez. Depuis plus de 50 ans, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, met en œuvre des programmes de coopération. Son action est guidée par la conviction que le partage de la langue française peut être un puissant vecteur d'unité, d'opportunité et de dialogue entre les peuples. Depuis 2019,
Sous l'impulsion de Louise Mushikiwabo, 4e secrétaire générale de la francophonie, l'OIF s'est engagé dans une profonde transformation pour adapter son fonctionnement et ses programmes aux défis contemporains. Plus forte, plus pertinente et mieux structurée, l'OIF entend, avec la confiance renouvelée de ses 88 États et gouvernements, répondre aux préoccupations des millions de francophones à travers le monde, en ciblant prioritairement les jeunes et les femmes. En 2023, l'OIF propose une nouvelle programmation sur 4 ans, articulée autour de 20 nouveaux projets dans 3 domaines majeurs. L'éducation et la culture, la démocratie et la bonne gouvernance, et le développement durable. Ces projets structurants doteront l'OIF de nouveaux moyens d'action pour notamment valoriser la langue française et améliorer son enseignement, renforcer les systèmes éducatifs et améliorer la visibilité des contenus culturels francophones, promouvoir l'enregistrement des faits d'état civil, l'état de droit et la démocratie, lutter contre les désordres de l'information, soutenir la paix et la stabilité, accompagner les États vers la croissance économique et la résilience climatique, et favoriser le numérique et le tourisme durable. Pour mener à bien ces missions, les 330 agents de l'OIF travaillent au plus près du terrain, de concert avec les autorités nationales et les acteurs de la Charte de la francophonie. Ils s'appuient également sur un large réseau d'experts représentatifs de la diversité de l'espace francophone, ainsi que des organisations de la société civile. Cette nouvelle programmation, la première portée par Louise Mushikiwabo, est dotée d'un budget en augmentation de 21%. Elle affiche clairement les ambitions de l'OIF de rapprocher les peuples et de contribuer à faire vivre en français l'aspiration à un monde plus solidaire, plus pacifique et plus respectueux des diversités. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikoumassa. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.